Bienvenue dans le programme Temps de science. Aujourd'hui, nous interviewons le physicien Simone Baroni et parlons de la façon dont le temps ralentit près des objets avec masse et du lien entre la gravité et l'espace-temps. Bienvenue Simone. Merci à vous pour l'invitation. Simone, commençons comme toujours par quelques questions pour notre public. Certainement. Salut. Quand j'avais 14 ans, mon professeur de physique m'a donné ce livre, L'évolution de la physique, par Einstein et Infeld. Depuis ce jour, je l'ai lu 10 fois ou peut-être plus dans différentes langues. Et au début de ce livre, Einstein et Infeld comparent les scientifiques aux détectives qui essaient de percer les mystères de l'univers en lisant les différents indices de la nature. Le point le plus intéressant, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, est qu'il y a parfois des indices qui sont négligés et qui échappent à tout le monde, mais qui en fait ont toujours été là, à la vue de tous. Des indices qui étaient traités comme des simples coïncidences, mais qui étaient en fait des indices précieux. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment Einstein a résolu 3 énigmes d'un seul coup. Et il l'a fait en donnant l'importance qui convient à un indice négligé depuis 1590. Gardons cet indice à l'esprit parce que nous le découvrirons ensemble quand Einstein, en 1907, parviendra enfin à lui donner son importance. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours d'investigation d'Albert Einstein et nous répondrons aux questions suivantes. 1. Pourquoi le temps ralentit-il près des masses? Ensemble, nous apprendrons l'origine de ce phénomène étonnant. 2. Le temps peut-il être ralenti jusqu'à ce qu'il s'arrête? Par exemple, à l'horizon des événements d'un trou noir. 3. Quelle est l'origine de la force de gravité? Newton ne le savait pas, et dans son livre Principia, il laisse au lecteur le soin de le découvrir. 4. Qui cherchait à résoudre Einstein lorsqu'il a découvert la relativité générale? Aujourd'hui, nous allons entrer dans la logique passionnante du détective Albert Einstein. La compréhension de son plan d'investigation, en plus d'être très fascinante, est également essentielle pour bien comprendre pourquoi le temps ralentit près des masses et comprendre toute la structure de la relativité générale. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à ces questions et à d'autres en cours de route. Comment commence l'enquête d'Einstein sur la relativité générale? Commençons. Je vais d'abord te montrer les 3 énigmes qui tourmentaient les scientifiques jusqu'avant 1905. Nous avons un mystère, un conflit et 2 absurdités logiques. Le mystère est celui de l'origine de la gravité. Personne ne connaissait le mécanisme de la force de gravité. Le conflit est celui entre la théorie de la gravitation de Newton et de la relativité restreinte. La théorie de Newton prédit une action instantanée à distance, tandis que la relativité restreinte nous apprend que la limite supérieure de la vitesse est précisément la vitesse de la lumière. La 3e énigme est l'énigme de la relativité générale. La relativité restreinte, aussi puissante soit-elle, contient 2 absurdités logiques. En raison de ces absurdités logiques, la relativité restreinte n'est valable que dans des cas particuliers. Nous verrons donc que le plan d'Einstein consistait simplement à résoudre l'énigme numéro 3, c'est-à-dire à éliminer les absurdités logiques de la relativité restreinte pour construire une théorie de la relativité valable dans toutes les situations, la relativité générale. Ces 3 énigmes sont 3 pièces du puzzle du monde. Et nous verrons que même si le plan d'Einstein était de ne résoudre que la 3e énigme, il a fini par les résoudre toutes les 3 en une seule fois. Car bien que le plan initial d'Einstein pour généraliser la relativité restreinte n'incluait pas du tout la gravité, Einstein a découvert que la gravité était le secret pour découvrir la clé des 3 énigmes, incluant celui de la relativité générale. Et nous allons voir pourquoi. Et c'est grâce à ce fameux indice qui a échappé à tout le monde pendant plus de 300 ans qu'Einstein comprend que la gravité est la clé pour résoudre l'énigme de la relativité générale. Nous verrons ensuite la brillante intuition d'Einstein qui lui permettra de construire la clé des énigmes, une clé basée sur une nouvelle théorie de la gravité. Enfin, nous apprécierons les résultats que la nouvelle vision du monde de la relativité générale nous a offert et continue de nous offrir. Dans cette vidéo, nous abordons les 2 premiers points très importants et nous aborderons les 2 derniers dans les prochaines parties. Ça me semble être un bon plan. Commençons par les 3 énigmes. Attends, je suis curieuse de savoir quel est cet indice qui a été négligé pendant plus de 30 ans. Peux-tu nous parler de cet indice tout de suite? Très bien.
Pour comprendre cet indice, nous devons rapidement reconstituer l'expérience de Galilée sur la chute des corps. En 1590, Galilée a découvert que tous les corps tombent avec la même accélération, c'est-à-dire qu'ils touchent tous le sol en même temps, quelle que soit leur masse, qu'ils soient lourds ou légers. Il est facile de recréer l'expérience très importante de Galilée sur la chute des corps. Tu peux aussi la reproduire à la maison. Examinons deux cas différents. Cas 1. Nous laissons tomber deux objets de masses et de formes différentes, une pile d'environ 25 grammes et une plume d'environ 0,03 grammes. Je les laisse tomber. Voyons ce qui se passe. La pile tombe certainement plus vite. Autrement dit, il semblerait que la gravité attire plus la pile que la plume parce que la pile pèse plus. Mais nous savons que la forme de la plume la fait osciller. Et pour réussir une expérience scientifique qui étudie l'effet de la masse, nous devons garder tous les restes identiques et ne changer que la masse. Alors, je mets la plume dans une boîte. Je mets aussi la batterie dans une boîte identique. En fait, j'y mets 10 piles pour un poids total de 250 grammes. Les deux boîtes ont maintenant la même forme, mais l'une pèse 8300 fois plus que la seconde. Je laisse tomber. Voyons ce qui se passe. Elles tombent ensemble, la gravité les accélère et elles accélèrent de façon identique. C'est ça l'indice que Galilée avait trouvé en 1590 et que tout le monde avait ignoré jusqu'en 1907, jusqu'à l'arrivée d'Einstein. Tous les corps sont accélérés de la même manière par la gravité, quelle que soit leur masse, qu'elle soit grande ou petite. Dans un instant, je vais te révéler ce que cet indice nous apprend et comment Einstein l'a utilisé avec beaucoup d'ingéniosité. Et pourquoi cet indice est-il si important? Parce que la mécanique classique classe cet indice comme une pure coïncidence, alors que nous verrons dans un instant qu'il sera un élément clé de la logique du monde selon la relativité générale. Commençons donc par les trois énigmes qui tourmentaient les scientifiques en 1905. La première est un mystère. Quelle est l'origine de la force de gravité? Newton avait découvert comment fonctionnait la force de gravité qui allait avec l'inverse du carré de la distance entre les masses. Mais comme il l'a décrit dans son livre Principia Mathematica, il ignorait son origine. Newton a même écrit qu'aucun spécialiste de la nature ne pourrait jamais croire à une action à distance instantanée, ce qui nous amène à la deuxième énigme. La deuxième énigme est en fait le conflit entre la théorie de la gravitation de Newton et la relativité restreinte d'Einstein de 1905. En fait, Newton avait supposé que la gravité agissait sur des grandes distances avec une vitesse infinie, mais rien, pas même l'action d'une force, ne peut se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière, comme nous l'enseigne la relativité restreinte. Nous arrivons maintenant à la troisième énigme, la plus importante de toutes. En 1905, Albert Einstein a publié la relativité restreinte, mais quelque chose n'allait pas. Outre le conflit avec Newton, avec l'impossibilité d'avoir une action à distance instantanée, il y avait deux absurdités logiques cachées, imbriquées dans la logique, dans la structure de la relativité restreinte. Deux absurdités logiques qu'il fallait à tout prix éradiquer. Comme nous l'avons vu dans une autre interview, la relativité restreinte venait de résoudre l'un des plus grands conflits de la science. C'est-à-dire que la relativité restreinte avait résolu le profond conflit entre le principe de la relativité de Galilée et la constance de la vitesse de la lumière. Et elle l'avait fait en remplaçant le principe de relativité de Galilée par le nouveau principe de relativité. Mais la science avance pas à pas, et pour aller loin, il faut faire de nombreux petits pas, un à la fois. Ainsi, la relativité restreinte a résolu le grave conflit, mais elle a conservé certains éléments de l'ancien principe de relativité de Galilée. En particulier, la relativité restreinte est limitée à ce que l'on appelle les systèmes inertiels. Peux-tu me rappeler ce que dit le principe de la relativité et ce que sont les systèmes inertiels? Bien sûr, la relativité restreinte était basée sur le principe de relativité, qui dit que si les lois de la nature sont valables pour un observateur donné, alors elles sont également valables pour tout autre observateur en mouvement rectiligne uniforme par rapport au premier. Les observateurs en mouvement rectiligne uniforme sont également appelés systèmes inertiels, parce que pour eux, toutes les lois de la nature, y compris la loi de l'inertie, sont valables, d'où le nom de système inertiel. Mais c'est précisément le concept de système inertiel
qui porte en lui les deux absurdités logiques cachées dans la relativité restreinte. Voici la première absurdité logique, un cercle vicieux logique auquel il est impossible d'échapper. Demandons à un physicien, qu'est-ce qu'un système inertiel? Il nous dira que c'est un système, un observateur pour lequel les lois de la nature sont valables, c'est-à-dire un observateur pour lequel les objets sont libres de toute force extérieure, libres des forces fictives comme celles qui nous poussent vers l'avant lorsque le train freine. Nous voulons donc comprendre comment nous définissons un objet libre de toute force extérieure. Le physicien répondra qu'il s'agit d'un objet qui se déplace avec un mouvement uniforme lorsqu'il est observé depuis un système inertiel. Mais nous voici de retour à la case départ. Nous voulions définir un système inertiel et nous avons utilisé le terme système inertiel pour le définir. Une question. Et si nous posions de meilleures questions? Excellente idée. Comme Einstein et Infeld le suggèrent eux-mêmes dans leurs livres, nous pourrions formuler de meilleures questions en utilisant un exemple concret. Par exemple, on pourrait demander aux physiciens, la Terre est-elle un système inertiel? La réponse est négative, parce que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil. Il y a donc des forces fictives dues à ce mouvement. Alors, nous demandons, en insistant, quel mouvement peut être attribué à un système inertiel, c'est-à-dire comment le détecter? Le physicien admet que pour construire un véritable système inertiel, il faudrait déplacer tout le reste à l'infini afin de rester avec un système libre de toute influence extérieure. Mais alors, que signifie un système exempt d'influence extérieure? Mais c'est précisément la définition d'un système inertiel, répondrait le physicien. Et comme Einstein et Infeld le concluent dans leur superbe livre, il n'y a pas moyen de sortir de ce cercle vicieux. Il s'agit d'une faille logique implicite dans le concept de système inertiel, parce qu'il est impossible de déterminer ce qu'est un système inertiel. Et quelle est la deuxième absurdité logique dont tu parlais? L'autre absurdité logique est que le principe de relativité, d'une part, exclut l'existence du mouvement absolu, mais d'autre part, le soutient. Que signifie que le mouvement absolu n'existe pas? Le principe de la relativité nous apprend que personne ne peut dire « je suis immobile » et que le reste du monde est en mouvement. Nous sommes toujours en mouvement par rapport à autre chose. L'absence de mouvement absolu, l'inexistence de mouvement absolu avait été soutenue par toutes les expériences sur la constance de la vitesse de la lumière, ce qui avait également exclu l'existence de cet éther fantomatique qui aurait dû être une substance qui pénétrait tout l'univers et qui aurait pu être considéré comme stationnaire. Mais en même temps, le principe de relativité soutient l'existence du mouvement absolu. Voyons pourquoi. Imaginons un train arrêté sur la voie, avec une petite table à l'intérieur du wagon et une petite balle sur la table. Pour simplifier le dessin, nous représentons ici qu'une table avec des roues. Si je place une balle sur la table et que rien ni personne ne la pousse, la balle restera immobile au même endroit de la table. C'est la loi d'inertie de Galilée et de Newton. Examinons maintenant deux cas intéressants et fondamentaux pour comprendre le point de départ de l'investigation d'Einstein. Cas 1. Imaginez deux trains sur deux voies différentes. Les deux trains se déplacent avec un mouvement rectiligne uniforme. Autrement dit, les voies sont droites, sont courbes, et les trains circulent à une vitesse constante. Le principe de la relativité nous dit que les lois de la nature sont valables pour les deux. Par exemple, dans les deux trains, si je place la balle sur la table, elle reste immobile sur la table à l'endroit où je l'ai placée. C'est-à-dire que la loi de l'inertie est valable. Les deux trains sont en fait deux systèmes inertiels. De plus, il est absurde de dire qu'un des deux trains est à l'arrêt et l'autre en mouvement. Cela est un point très important pour comprendre la relativité générale d'Einstein. Il y a une symétrie des lois de la nature. Si je change d'observateur, si je passe d'un observateur à l'autre, les lois de la nature ne changent pas. Une symétrie en physique, c'est justement cela. Si je change quelque chose, les lois restent les mêmes. Mais on voit tout de suite que cette symétrie peut être rompue très facilement dans le schéma de la relativité restreinte. Considérons en fait le cas B. L'un des deux trains roule avec un mouvement uniforme tandis que l'autre freine. Pour les trains qui freinent, la loi de l'inertie ne s'applique plus, car dès que les trains commencent à freiner, tout ce qui se trouve à l'intérieur du wagon est poussé vers l'avant par rapport au sol du wagon.
y compris la balle. La balle commence à avancer sans que rien ne la touche. C'est un effet de la décélération du train. La situation pour les deux trains n'est plus symétrique. Même nos sens nous disent que la situation n'est plus symétrique maintenant. Dans le premier train, je peux rester très calme, assis. Dans le second, je suis poussé en avant, comme par une force invisible, voire je dois m'accrocher pour ne pas tomber. Il n'y a plus de symétrie ici. Et même, on peut dire que le deuxième train est en mouvement par rapport au premier, car dans le deuxième train apparaissent des forces fictives et qui n'apparaissent pas dans le train qui se déplace en mouvement rectiligne uniforme. Cela nous amène à dire que le mouvement absolu existe. Donc, le plan d'Einstein était d'éliminer ces absurdités. Pourrais-tu nous donner un résumé des points à résoudre? Certainement. Le plan d'Einstein est simple. Il est nécessaire de créer une théorie complètement symétrique, c'est-à-dire une théorie qui s'applique à tout observateur, même en mouvement accéléré. Quel que soit le mouvement de qui observe l'univers, les lois de la nature doivent être les mêmes. Cela élimine la dépendance de la théorie au concept du système inertiel et par conséquent, la théorie se débarrasse du cercle vicieux que j'ai mentionné précédemment et aussi du concept de mouvement absolu. Einstein cherchait une vision plus simple du monde, une théorie qui n'avait pas à se lancer dans des discussions tarabiscotées sur les systèmes inertiels qui sont impossibles à identifier. En bref, une théorie plus simple qui pourrait englober un plus grand nombre de phénomènes de la nature. Cela impliquait certainement des mathématiques beaucoup plus compliquées que celles de la théorie de la gravitation de Newton. Cela me rappelle que lorsque j'étais adolescent, j'avais un poster d'Einstein dans ma chambre qui disait plus ou moins « Ne t'inquiète pas pour tes problèmes de maths, les miennes sont encore plus grands ». Je ne savais pas à l'époque qu'Einstein faisait référence aux problèmes mathématiques qu'il a dû affronter entre 1905 et 1915 pour créer cette vision, pour soutenir mathématiquement cette vision plus simple de la nature. Attends une seconde, mais la relativité générale n'est-elle pas une théorie de la gravité? Le plan que tu as défini ne parle que de la symétrie des lois de la nature. Cela est un point très fascinant. Le plan d'Einstein n'incluait pas initialement la gravité. Jusqu'en 1907, où Einstein a l'une des intuitions les plus brillantes et les plus abouties. Il finit par interpréter correctement cet indice très négligé de l'époque de Galilée et se rend compte que la clé pour résoudre l'énigme de la relativité générale, pour trouver cette théorie symétrique, est la gravité. La gravité est la clé pour construire la relativité générale. Et, en prime, comme nous le verrons, ce sera aussi la clé pour débloquer les deux autres énigmes, le mystère et le conflit. Et Einstein comprend donc que la gravité est l'ingrédient nécessaire pour construire cette clé, grâce au principe d'équivalence qu'il formule en 1907. Voyons de quoi il s'agit. Einstein aimait beaucoup les expériences mentales. Ce sont des expériences qui ne peuvent pas vraiment être réalisées, mais qui peuvent être imaginées. Venons-en à l'expérience d'Einstein, qui est peut-être la plus célèbre de toutes. Einstein imagine un ascenseur dans l'espace vide, tiré par une corde. Nous le modernisons un peu, et au lieu de le tirer avec une corde, nous le poussons avec une fusée. À quoi sert une expérience mentale si on ne peut pas la réaliser? C'est exactement ça le but. Elles ne peuvent pas vraiment être faites. Les expériences mentales sont réalisées en utilisant la logique et nous permettent de voir avec les yeux de l'esprit les résultats d'expériences qui seraient autrement impossibles. Voyons comment fonctionne cette expérience mentale. À l'intérieur de l'ascenseur, il y a un observateur. C'est un physicien à qui l'on peut poser des questions précises. Comme l'ascenseur n'a pas de fenêtre, le physicien à l'intérieur ne sait pas qu'il est dans l'espace. Et puis, il y a un observateur externe qui est aussi physicien. Nous demandons aux deux observateurs de décrire le mouvement de l'ascenseur. L'observateur extérieur dira qu'il s'agit d'un ascenseur en mouvement accéléré, donc non uniforme, et que l'ascenseur se déplace définitivement par rapport à lui. L'observateur interne dira plutôt qu'il n'est pas en mouvement, mais qu'il est au repos dans une petite pièce, où il y a un champ gravitationnel. En fait, ils se sont écrasés sur le sol de l'ascenseur. L'observateur interne s'imagine donc être dans une pièce sur Terre. Nous leur demandons ensuite de décrire ce qui se passe si le physicien dans l'ascenseur lance un objet, disons une balle.
Les deux observateurs, une autre fois, diront exactement la même chose. La balle suivra une trajectoire parabolique. Mais lorsque l'observateur extérieur attribuera à ce mouvement au mouvement accéléré provoqué par la fusée, l'observateur intérieur l'attribuera à l'attraction gravitationnelle qu'il perçoit. Ils décrivent donc le même phénomène, mais à partir de points de vue différents. Différents, mais équivalents. Que veux-tu dire par point de vue équivalent? Je vais te donner deux exemples. Je peux dire qu'un verre est à moitié plein ou qu'il est à moitié vide. Ce sont deux points de vue qui décrivent exactement le même phénomène, la même réalité. Ou je peux dire cette phrase est composée de 10 mots ou elle est composée de 27 lettres. Je décris le même phénomène de deux points de vue différents, mais équivalents. Il est possible de rendre un mouvement accéléré équivalent à un mouvement uniforme, c'est-à-dire que nous ne devons pas nécessairement nous limiter au système inertiel sans accélération. Einstein formule alors le principe d'équivalence. Tous les observateurs en mouvement accéléré peuvent se considérer au repos à condition qu'un champ gravitationnel approprié soit introduit, dont les effets sont les mêmes que ceux du mouvement accéléré qu'il remplace. Et au repos signifie que nous pouvons décrire les lois de la nature de manière équivalente à un système non accéléré, car après avoir remplacé le mouvement accéléré par un champ gravitationnel, ces forces fictives dues au mouvement accéléré disparaissent. Le principe d'équivalence met donc tous les types de mouvements sur le même plan. Exactement. Et donc la symétrie des lois de la nature est retrouvée. Peux-tu nous donner un autre exemple de mouvement accéléré équivalent à un champ gravitationnel? Bien sûr. Un bon exemple est un vaisseau spatial en rotation. Et ce mouvement accéléré crée une force fictive, la force centrifuge, qui pousse les astronautes hors du vaisseau, ce qui les maintient attachés au sol. Pour les astronautes, le mouvement accéléré du vaisseau est équivalent à un champ gravitationnel. Pour résumer, le plan d'Einstein est de résoudre l'énigme numéro 3, retrouver la symétrie des lois de la nature et se débarrasser du mouvement absolu et du concept de système inertiel. Et le principe d'équivalence nous apprend que la gravité est l'ingrédient qui permet de construire la clé de cette énigme. L'importance de ce point est primordiale. La gravité est nécessaire pour la symétrie des lois de la nature. La gravité joue désormais un rôle très spécifique dans la nature, et cela expliquera beaucoup de choses. Mais la théorie de la gravité de Newton ne suffit pas pour construire la clé. Une nouvelle théorie de la gravité est donc nécessaire. C'est pour ça que la relativité générale est une théorie de la gravité. J'ai une question. Pourquoi est-ce précisément la gravité qui est nécessaire à la symétrie des lois de la nature, et pas une des autres forces fondamentales? Excellente question. C'est précisément l'indice si négligé depuis l'époque de Galilée qui nous dit pourquoi. Pour le comprendre, nous devons tout d'abord comprendre la différence entre la masse gravitationnelle et la masse inertielle. On va le voir tout de suite. Tu vois, chaque corps, y compris les miens et les tiens, a une masse gravitationnelle et une masse inertielle. Qu'est-ce que cela signifie? La masse gravitationnelle est la quantité qui nous indique combien de matière se trouve dans un corps. Nous la mesurons avec des balances. Quand nous pesons quelque chose, quand nous pesons nous-mêmes, il nous indique donc la force avec laquelle la gravité attire les corps. La masse inertielle, en revanche, entre en jeu lorsque nous voulons pousser ou freiner un corps, c'est-à-dire lorsque nous voulons changer sa vitesse. Plus la masse inertielle d'un corps est élevée, plus il est difficile de le pousser ou de le ralentir. La masse inertielle nous indique donc la résistance qu'un corps oppose à l'accélération ou à la décélération. Et voici enfin dévoilé le fameux indice. L'expérience de Galilée nous apprend que ces deux masses sont exactement les mêmes. Voyons pourquoi. Te souviens-tu de l'expérience que nous avons faite il y a quelques instants? Un objet lourd et un objet léger tombent exactement ensemble. Pourquoi cela se produit-il? L'objet lourd, des piles dans ce cas, est attiré vers la Terre avec plus de force, car sa masse gravitationnelle est plus importante. Mais il résiste aussi au changement de vitesse à cause de sa masse inertielle avec plus d'intensité. La plume, qui est très légère, est beaucoup moins attirée par la Terre, mais elle résiste aussi beaucoup moins au changement. Le fait qu'il tombe exactement de la même manière nous dit que les deux types de masse sont précisément identiques.
Et cela garantit la validité du principe d'équivalence entre le mouvement accéléré et la gravité. Et cela explique pourquoi la gravité et non une autre force, n'est-ce pas? Exactement. La force électrique, par exemple, agit sur le corps avec une charge électrique. Mais c'est justement la gravité qui agit sur le corps en raison de leur masse. Et c'est à son tour la masse gravitationnelle qui est identique à la masse inertielle qui définit le mouvement accéléré d'un corps. Selon la mécanique classique, il n'y avait aucune raison qu'ils soient égaux. Donc cette équivalence avait été considérée comme une pure coïncidence. Mais la relativité générale nous dit que ce n'est pas une coïncidence. De nombreuses expériences ont mesuré la différence possible entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle des corps. Il s'agit d'une tâche très importante, car si cette égalité s'effondre, le principe d'équivalence s'effondre et avec lui la relativité générale. Voici les résultats des expériences des 120 dernières années qui ont mesuré la différence possible entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Par exemple, les expériences de chute libre nous disent que cette différence est inférieure à 1 sur 1 milliard. Les expériences réalisées vers l'an 2000 avec le Lunar Laser Ranging, c'est-à-dire un laser qui mesure en continu la distance Terre-Lune, ont permis de réduire cette différence à 1 sur 1 billion. Ainsi, l'indice négligé de l'expérience de Galilée en 1590 est également supporté par les expériences les plus modernes. Et voici que nous sommes prêts à affronter la troisième partie, dans laquelle nous verrons comment Einstein a construit la clé des trois puzzles grâce à une formidable analyse de la réalité. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Simone, merci beaucoup pour ces merveilleux échanges sur la relativité générale et la gravité. Je suis très curieuse de savoir comment se termine cette investigation d'Einstein. Merci encore et à bientôt dans le deuxième épisode. Merci encore une fois pour l'invitation. Abonne-toi à ma chaîne maintenant juste ici et active la cloche et nous explorerons ensemble toutes les propriétés du temps. Nous comprendrons ce que le temps, pourquoi nous le percevons de cette façon et d'une certaine manière, étant des êtres dans le temps, nous nous comprendrons mieux aussi nous-mêmes. Ciao!